Alors, je m'appelle Aude Pella, je suis céramiste à Puy. Je suis mère de 2 enfants. Nous sommes aujourd'hui à l'atelier Orkis, qui est donc un atelier de céramique qui existe depuis 1963, qui va fêter ses 60 ans l'année prochaine. C'est un lieu de création, cuisson, cours et exposition de céramique. Entre 1963 et 1995 était une petite manufacture assez connue dans la région, en fait, où se produisaient toutes sortes de vaisselle pour des restaurants, des grands chefs comme Girardet, voilà, pour les gens un peu du quartier, de la région. Et puis il y avait Martha Bloom qui donnait des cours enfants, qui travaillait surtout sur les émaux, le moulage. Ma mère, quand elle était petite, elle suivait des cours ici. Après, elle a continué la céramique, mais un peu à côté. Quand Martha Bloom a eu, je crois, 92 ans, elle commençait à affaiblir un petit peu, elle a dit à ma mère, écoute, c'est soit tu reprends cet atelier, sinon je lui mets le feu. Bon, ma mère qui était à la base gémologiste a décidé de reprendre l'atelier. Petit à petit, elle a lâché son premier emploi pour devenir céramiste. Et moi, petite, en fait, j'ai suivi aussi des cours avec Martha Bloom avant que ma mère reprenne en 1995. Donc j'avais 10 ans à l'époque. Et petit à petit, j'ai vraiment pris l'atelier un peu comme un terrain de jeu où je venais expérimenter des choses, j'avais les clés. Et quand j'étais adolescente, je venais déjà aider ma mère à donner des cours pour enfants. Puis je venais souvent travailler le soir. Des fois, là, je passais des nuits blanches. D'un coup, je vient le premier bus du matin. Et puis, je voyais pas le temps passer, en fait, dans cet atelier où j'avais carte blanche. Ça a toujours été un peu ma bulle d'oxygène parce que c'est là où je faisais aussi les fêtes avec les copains-copines, les réunions pour les assos et autres, et mes anniversaires et des journées portes ouvertes. Et voilà, donc il y a un lien affectif aussi avec ce lieu. Alors, mon parcours en tant que... Enfin, pas que céramiste, mais j'avais déjà ce lien très tôt avec l'argile. Quand j'ai eu 15 ans, je me disais déjà, j'aimerais que la céramique fasse partie de ma vie, mais je me rends compte que c'est pas un métier des plus lucratifs, c'est pas évident. Et en même temps, j'aimais beaucoup les langues. Du coup, j'ai décidé de continuer les études et j'ai fait l'université à Lausanne en lettres, où j'ai fait espagnol en première branche, histoire et sciences des religions et sciences sociales parce que j'aimais beaucoup l'anthropologie, la sociologie, enfin tout ce qui touche aux sciences sociales et tout ça. Arrivé en fin de mes études, ben voilà, entre les jobs d'étudiant, le mémoire et tout ça, j'avais plus de place pour la céramique. Et je me suis dit à ce moment-là, enfin ça me manque, j'ai besoin que ça fasse partie de ma vie, plus que juste un hobby qui passe à la trappe dès qu'on est un peu surmené. J'ai décidé de faire la formation à Vevey. Et j'ai adoré. Enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment une formation très complète, avec des profs qui sont à la fois épanouis, qui aiment transmettre. Je me disais, des gens qui sont un peu passionnés de ce qu'ils font, qui nous considèrent d'égal à égal. Enfin, voilà. Après mon expérience d'université, où c'est des grands amphithéâtres de 400 personnes, et oui, peut-on dire que... Enfin, je sais pas, il y a peut-être un grand décalage, disons, que j'ai pas retrouvé au CEPV, où j'ai trouvé qu'on est plus dans la dimension à échelle humaine, en fait, avec des petites classes, de l'espace aussi pour créer, et une variété aussi de branches proposées, et qui nous prépare quand même à manier plusieurs métiers et plusieurs cordes à son arc, parce que c'est vrai qu'en tant que céramiste, on doit autant être formé sur des bases de chimie, les matières premières, quelles fonctions, quels matériaux, et en même temps être préparé à montrer son travail, faire des belles photos, avoir un site internet. Je sais que maintenant, ils misent aussi plus sur les réseaux sociaux et tout ça. Ça, en plus de tout l'apport expressif, enfin au niveau des techniques. Après le CEPV, moi qui avais déjà un peu un background de céramiste, enfin qui avait déjà eu l'occasion de pratiquer, je me suis dit, ah ouais, ça quand même, ça structure un peu tout ça et ça concrétise, voilà, ça apporte une dimension concrète à mon approche qui était plus empirique, expérimentale, que je garde quand même aujourd'hui. J'aime bien tester des trucs, des matériaux, des superpositions, des choses. Enfin, j'aime pas faire toujours la même chose. J'ai besoin de beaucoup de diversité. Je pense que ça caractérise aussi un peu mes créations. Ça fait partie aussi de ma personnalité, de ma manière de faire les choses. Et c'est aussi un peu ma manière d'enseigner la céramique. C'est-à-dire que je laisse une grande liberté en fait à mes élèves. Je leur propose des techniques assez concrètes au début qui sont facilement accessibles, où on a un résultat qui est assez vite là, qui sont pas trop laborieux disons au début. Puis petit à petit, à mesure que je complexifie les techniques, je laisse aussi plus de liberté par rapport aux projets que les élèves peuvent amener dans les cours.
J'ai décidé de devenir céramiste quand je voyais que ce qui était purement cérébral, intellectuel, me contentait pas, me suffisait pas. J'avais besoin de concret, j'avais besoin de m'ancrer, j'avais besoin du contact avec la matière. Et justement, c'est en fait quand j'écrivais mon mémoire pour l'Uni, où pour moi c'était un peu une torture quand même. Parce que j'ai jamais été très à l'aise à l'écrit. Et en plus, là, je devais écrire en espagnol. Et j'avais une prof qui me faisait un peu peur. Et je me sentais un peu perdue. Et dans un monde beaucoup trop abstrait. Et vraiment, ce retour au concret, pour moi, c'était un peu vital. Et c'est là où je me suis dit, j'ai besoin de me nourrir, en fait, d'autres choses. Et en fait, voilà, en prenant le chemin un peu du domaine plus artistique et tout, j'ai senti comme un peu un apaisement. Après, la vie est faite de questionnements. Et est-ce que c'est juste, est-ce que c'est faux? Bon, le fait est que, voilà, je pense que c'était ce besoin de retour en fait à quelque chose à la matière en fait. Alors je me définis comme céramiste parce que pour moi ça reste un peu le terme le plus englobant, autant de l'utilitaire que l'artistique, sculptural. En même temps je dis céramiste mais c'est vrai que j'aime bien aussi mélanger d'autres matériaux, je travaille aussi avec du cuivre, avec du fer, avec du bois, mais quand même avec toujours au milieu de tout ça la céramique. Et ça reste quand même le matériau pour moi qui reste le plus mystérieux avec la céramique où on a cette part un peu d'imprévu. Là, je vis de mon travail en donnant des cours et en vendant des pièces aussi. Je pense que quelque part, ça me fait plus vibrer de donner des cours. Enfin, j'aime beaucoup le fait de transmettre. Je pense que ce soit autant dans l'échange avec des élèves qu'avec d'autres artistes ou quoi. C'est aussi l'échange qui nous nourrit et qui nourrit nos créations. Et après, de manière plus ponctuelle, j'organise aussi des portes ouvertes ou des fois des expositions dans le côté galerie, des boards parfois aussi sur le côté atelier. Je dois me faire plus violence pour montrer mon travail, pour être dans la vente. Mais voilà, c'est vrai que quand j'organise quelque chose et tout, en général, ça marche. Et puis je vends quand même relativement bien des pièces. C'est un équilibre en fait entre deux. Ma technique de prédilection, c'est le pinching parce que je trouve que c'est vraiment un dialogue avec la matière. En fait, il y a un dialogue non verbal qui se crée, moi qui me fait penser un peu à un soin. Quand on fait du pinching, par exemple à grande dimension, on a ce côté un peu presque du massage qui vient un peu expérimenter les limites aussi de la matière. J'aime bien aussi la technique du pinching parce qu'on n'est pas dans le cérébral, tout ça. Ça dépend aussi des phases parce que souvent, j'aime bien aussi des défis techniques. Et justement, le pinching, il y a cette chose un petit peu méditatif. Donc, en fait, où on réfléchit pas, où on se laisse un peu aller par ses mouvements. Et puis, c'est comme un peu une espèce justement, de soin ou de danse, je sais pas, pas de chorégraphie, parce que justement, c'est dans l'instant présent, dans la spontanéité. Mais justement, j'aime bien aussi d'avoir des défis techniques ou des fois, des pièces qui sont un peu en équilibre ou qui doivent s'emboîter ou trouver justement la couleur qui va faire ressortir tel ou tel angle ou telle courbe. C'est un peu un mélange, un équilibre entre plusieurs domaines, plusieurs techniques. Alors le pinching, c'est vrai qu'en fait on pourrait aussi dire modelage parce qu'en fait le pinching c'est un peu le mot anglais qu'on a appris à l'école pour faire bien. En fait c'est simplement modeler sans outils, juste avec ses mains. C'est pincer entre les doigts. C'est vrai qu'il y a ce côté, le fait de pincer, d'étirer la matière. J'ai fait des collaborations, principalement avec ma deuxième moitié, mon amoureux. En fait, en couple, j'ai fait des collaborations parce que j'ai un peu transmis le virus de la céramique à mon conjoint. Il est assez créatif, assez bricoleur. Il faisait déjà un peu de soudure ou il travaillait déjà un peu le bois à ses heures perdues. Du coup, il s'est mis aussi un peu à la céramique. Et en fait, ensemble, il m'a aidé pour des côtés un peu techniques où moi, j'avais des limites au niveau justement des autres matériaux parce que j'aime bien inclure d'autres matériaux à la céramique, mais parfois, il me manque le savoir-faire pratique. Il m'avait aidé déjà pour mon travail de diplôme. Pour le côté cuivre, j'avais fait une fontaine de 2,14 m en cuivre et céramique. Et puis, il y avait tout le côté pratique en fait de la fontaine. Donc, il fallait que l'eau revienne dans le socle de base, qu'elle reparte avec un système de pompe et tout ça. Et là, il m'avait aidé déjà pour le matériau cuivre en fait, pour la soudure aussi du pied, du socle de base. Donc, Jonathan Gilles, mon conjoint, je préfère le nommer puisqu'il a quand même son mérite. Il m'a aidé aussi pour la pièce que vous voyez peut-être là-bas au fond, qui est en fait un espèce d'arbre qui est voué à devenir une installation. C'est une pièce qui s'appelle Micro-Macro et qui joue un peu sur les échelles entre les atomes, les planètes, les cellules. C'est une pièce aussi en collaboration
où lui il m'a aidé justement pour forger en fait les pieds qui sont faits sur la base de 2 vieilles fourches. La partie soudure, métal, et après la partie bois et cuivre. C'était de nouveau un peu lui qui m'a aidé. Enfin, moi j'avais l'idée, j'avais envie de réaliser ce projet, et après on a réussi à mettre nos compétences en commun. Une autre collaboration qu'on fait ensemble, c'est qu'on construit une maison en terre paille dans le sud de la France, et donc on a tout fait en autoconstruction, il n'y a pas d'entreprise qui est passée. Et là on arrive au bout de la première maison, parce qu'on a plusieurs permis de construire, enfin plusieurs projets. Et en fait, cette maison dans laquelle on va dans un premier temps habiter sera par la suite mon atelier de céramique. Donc un atelier terre en terre, voilà, ça se prête bien. Et là justement, je suis en train de faire donc des tuiles de fêtage qui sont en fait les tuiles de finition du toit, parce que voilà, on n'en trouvait pas aux matériaux du coin, et du coup je me suis dit go, je vais faire des tuiles en fait. Je pense qu'après je vais faire aussi un décor, parce que je ne vais pas faire juste des tuiles, enfin ce serait pas drôle. Oui, alors j'avais participé à Carouge au concours du nain de jardin en 2013. Et puis j'avais été sélectionnée, et c'était une super opportunité parce qu'en plus j'avais été repérée par un collectionneur. Parce qu'en parallèle je faisais le marché sur la place de la Sardaigne organisé par Swiss Ceramics. J'ai eu la chance d'avoir attiré l'attention d'un collectionneur qui a voulu m'acheter la pièce. C'était une chouette opportunité. Ensuite, 2017, je crois que c'était le concours international de céramique de Carouge, j'étais sur les miroirs. Et là, j'ai fait une boule disco en fait en forme de joyau. Pour moi, c'était un peu comme une hématite. C'était de grosses pierres précieuses qui tournent, comme une boule à facettes, mais en forme de joyau, qui s'appelait donc Joyal Disco, et qui tournait au plafond. J'ai participé plusieurs fois au Café Céramique. Je fais partie de l'association Swiss Ceramics, donc qui est l'association des céramistes suisses. C'est une opportunité déjà de se rencontrer, parce que c'est vrai que moi, je travaille seule dans mon atelier la plupart du temps, enfin, pas quand je donne mes cours. Quand je rencontre d'autres artistes, d'autres céramistes, je suis avide de discussions, d'échanges, de contacts. Pour moi, c'est un événement qui est très riche, en tout cas en tant que céramiste. Mes inspirations, j'aime bien en fait les matériaux qui jouent entre deux règnes. Par exemple, je sais pas, les coraux, on sait pas vraiment si c'est un animal ou un minéral. Des éponges, on sait pas vraiment si c'est un végétal ou un animal. J'aime bien un peu ces ambiguïtés aussi qu'on trouve dans la nature. Donc en 2011, on avait fait une exposition en collaboration avec Anne Pochon, qui est peintre, qui avait vécu 15 ans à Bahia, au nord-est du Brésil. Moi, j'avais fait pas mal de sculptures représentant des mouvements de capoeira. La capoeira, qui est donc un mélange d'art martial, de danse, de lutte brésilienne. Une culture qui m'anime, qui m'apporte beaucoup. Et c'était chouette, en fait, voilà, d'avoir des opportunités pour mettre ça en avant et essayer de développer ce côté du mouvement, de mettre le côté peinture, très coloré, avec le côté terre, peut-être plus brut, mais voilà, plus avec la dimension du mouvement. Ouais, je pense que j'aime bien les travaux qui sont à la fois énergiques, comme on parlait tout à l'heure du workshop qu'on avait eu, je pense, en 2012, de Shozo Mishikawa, qui a une approche aussi que j'aime beaucoup, qui est très dynamique et en même temps ludique, où en fait on crée en s'amusant. Parce qu'il y a beaucoup de pièces, parfois, qui sont incroyables techniquement, où on se dit, mais c'est des heures, des mois de travail, une finesse incroyable. Je suis très admirative devant ce genre de pièces. Et après, je pense que moi, j'ai plus de résonance. Ouais, les pièces, en tout cas, qui ont été créées avec plus de spontanéité, d'énergie et d'amusement, en fait, me parlent plus. Je pense aussi à Michel Barcelo, qui a aussi une approche aussi très peut-être empirique. En tout cas, voilà, une forme très énergique de travailler. Voilà, je pense qu'après, ça se ressent aussi dans la pièce. On dégage pas pareil si on a fait un travail très fin, minutieux pendant des heures. Voilà, l'énergie, elle n'est pas la même que si on a testé de lancer 2 bouts de terre ensemble, comme j'ai pu aussi découvrir la Icaro Maiterena lors du parcours céramique, qui est un travail incroyable, où justement il tape, il passe dessous, il y a toute une approche aussi du contact avec la matière, voilà, et de ce que la terre peut exprimer, je dirais presque par elle-même, de par ses
propriétés aussi structurelles. Enfin, il y a une recherche aussi au niveau de la structure de l'argile, comment elle se comporte quand on la dirige comme ça, mais c'est presque la terre qui parle. J'aime bien aussi faire des têtes ou des corps ou parfois des sculptures plus réalistes, du modelage plus réaliste. J'aime bien Bruno Lucchesi, un sculpteur. Enfin, j'ai justement ses livres aussi. Je montre souvent à mes élèves. Il montre aussi le côté technique. Il amène une structure. Dans un premier temps, je pense que j'ai voyagé. J'ai cherché la céramique en voyageant. Typiquement, je vais au Brésil où je suis allée visiter la fabrique Bering à Rio, où je suis allée voir des céramistes parce que à la base j'allais au Brésil plus pour la capoeira. J'avais demandé des contacts parce qu'en fait partout où je vais chercher des céramistes, je vais voir. C'est un peu une déformation professionnelle on va dire. Là j'avais découvert super fabrique Bering qui est une ancienne fabrique de chocolat et qui a été réaménagée par des artistes, des designers qui travaillent toutes sortes de matériaux et sur la terrasse en haut il y a un petit atelier de céramique avec en tout cas 2 ou 3 céramistes, dont Eloïsa Alvim, qui a vécu pas mal d'années, je crois, à Montpellier, qui m'a fait découvrir le raku au micro-ondes. C'était une technique qui a été développée, je crois, par un de ses anciens assistants qui travaille maintenant à Montpellier, justement. Donc c'était assez ludique et rigolo. On était aussi, bon là, plutôt justement à travers la capoeira, on était à un événement sur l'île d'Itaparica, puis depuis là, on a été visiter Maragogipi, qui est un village de céramistes, où là c'est plus le côté artisanal, plein d'ateliers côte à côte et c'est un peu le visage de l'artisanat céramique. Et ensuite, on a visité justement la fondation, enfin le musée Francisco Brennan à Recife. Et il y a en fait Francisco Brennan qui est céramiste, qui a fait une vie de céramique, enfin avec, je pense qu'il avait aussi je sais pas combien d'assistants, donc c'est une production incroyable avec des cours extérieurs remplis de sculptures, enfin des salles monumentales vraiment remplies de sculptures. Après, je suis partie grâce aussi à Swiss Ceramics qui m'a mis en contact avec le Festival international de céramique à Incheon en Corée du Sud. Et là, j'étais sélectionnée aussi sur concours pour participer à une exposition collective là-bas et un workshop. Ça, c'était une expérience vraiment hyper satisfaisante pour moi. J'étais jeune maman, j'attendais mon deuxième enfant et c'était en fait à l'occasion de l'inauguration du Yes Park, qui est en fait un quartier où il y a en tout cas plus de 200 artistes, dont 70% de céramistes. Enfin, ça fait partie en fait d'une démarche de tentative de regrouper en fait les céramistes, parce que Incheon historiquement était connu pour la céramique, mais de manière un peu disparate. Et là, ils ont vraiment un peu centralisé le savoir-faire, les compétences. Et il y a énormément de maîtres coréens aussi assez âgés qui sont là, qui possèdent certains, les fours, les Noboriyama, les fours dragon, les fours collines, dans lesquels on a pu cuire les pièces du workshop. Et en fait, il y avait une quinzaine d'artistes internationaux et entre 15 et 20 artistes coréens qui participaient au workshop dans le festival. Et en plus de ça, il y avait une tente, je dirais, grande comme Paléo à peu près, où il y avait des artisans et artistes coréens qui vendaient leur travail. Et là, on a eu l'occasion aussi d'exposer notre travail, de le présenter aussi dans des espaces plus restreints avec projection, PowerPoint, machin, entre artistes. Donc il y avait vraiment des gens du monde entier. Et c'était très riche aussi de voir les techniques de chacun. Enfin, du coup, on voyait les autres travailler, on était pendant 2 semaines en interaction permanente. Donc ça, c'était pour la Corée. Et après, je suis partie aussi au Japon, à Tokoname, voir une amie que je salue, Elisa Ramontana, qui a aussi 2 filles du même âge que les miennes. Et en fait, cette amie, avec son mari, Shota, ils ont ouvert une guest house à Tokoname, donc dans le parcours céramique. Et là aussi, c'était assez bluffant de voir en fait comme la céramique, elle est présente dans les rues, elle est présente dans les ateliers, elle a une vraie valeur légitime en fait dans la société. Voilà, si vous allez à Tokoname, allez à la guest house Yomogi. Alors être céramiste en 2022, en Suisse, je pense que c'est une forme de résistance parce que déjà c'est un métier qui est difficile en soi parce que justement ça demande de maîtriser plein de choses qui n'ont rien à voir, autant de la chimie que de l'informatique, que de la photo, que de l'expression. Je pense que même si on a développé, qu'on a une certaine rigueur en fait dans tous ces domaines, ça reste en tout cas
ici en Suisse un domaine qui est difficilement reconnu, qui est peu légitime. On a de la céramique partout autour de nous, chez nous, ça reste un matériau dont on a besoin, mais c'est comme si la plupart des gens passaient à côté sans le voir. En fait, on est des dinosaures fantômes des temps modernes. Et souvent, quand on dit qu'on est céramiste, les gens ils nous regardent un peu bizarrement en disant mais tu fais quoi? Mais pourquoi? Mais tu fais des tasses, puis des assiettes, puis ils comprennent pas vraiment. C'est quoi les débouchés? Et en fait, pendant longtemps, j'ai eu l'impression que je devais me justifier du travail que j'avais choisi. Et en fait, c'est un peu étrange quand on pense que, paradoxalement, c'est un des plus vieux métiers du monde. Je pense que c'est en même temps un métier qui fascine, qui est passionnant de par sa difficulté. Je me rappelle justement un vieux maître en Corée qui disait: quand j'ai commencé la céramique, je pensais qu'avec les années, ça deviendrait facile. Mais en fait, non. En fait, je ne sais plus quel âge il avait, en tout cas bien 70, 80 ans. Et il disait, en fait, ça ne devient jamais plus facile parce qu'on a toujours des surprises, on a toujours des accidents qui sont justement parfois chanceux, parfois malchanceux. Là, justement, il me disait qu'avec les cuissons à bois, des fois, on a 70% de pertes en une cuisson. En plus, là, on parle de la plupart des pays où ils vont chercher eux-mêmes leurs terres, chercher leurs matières premières. Ils ont vraiment le processus de A à Z. Tailler, je sais pas, 5 serres de bois pour une cuisson. Donc peut-être on va tout perdre. Il disait que, en fait, c'est la difficulté qui rend le métier passionnant. Et je pense que, justement, si c'était trop facile, eh ben, ça n'aurait pas le même attrait, et je pense qu'en fait, on n'aurait pas la même satisfaction en fait d'arriver à la fin d'une pièce et dire: ah, cette fois, ah ouais, ça donne bien, il y a quelque chose, j'ai réussi à exprimer ce que je voulais, ou même pas, ou juste le résultat m'appartient qu'à moitié, mais le résultat est là. Et en fait, des fois, le résultat importe moins que le processus. Je pense que de toute façon, une vie entière suffirait pas pour maîtriser la céramique. Je pense que c'est ça qui rend en fait le métier palpitant et passionnant. Et voilà, moi je le vois plus comme un vecteur de transmission. Pour moi, la céramique, c'est en même temps transmettre une idée, une émotion, peut-être une purge aussi un peu de on ne sait pas où dire, comment dire. Et en même temps, c'est aussi justement la transmission d'un savoir-faire. Quand je disais la résistance, c'est de dire en fait, en tant que céramiste, on permet juste que ça perdure dans le temps. Ma situation de rêve en tant que céramiste, ce serait de faire des résidences, des workshops de manière assez régulière en fait, je sais pas, 2 semaines par-ci par-là. Je dirais une fois par année d'aller visiter soit une école, soit un atelier, soit un pays, enfin d'avoir des opportunités en fait, de pouvoir avoir des temps en fait où je fais que de la céramique, comme j'ai pu connaître, j'ai pu goûter disons en Corée où justement la nourriture, tout ça c'était pris en charge, et du coup je pouvais juste faire de la céramique sans devoir me préoccuper de l'heure, de dire ah c'est l'heure d'aller chercher une à l'école, d'aller amener l'autre je sais pas où, de faire à manger ou que sais-je. Et voilà, c'est vrai que ça, ce serait assez le rêve, je dirais, de pouvoir multiplier les échanges en fait. Et d'avoir plus d'événements comme le parcours céramique à Carouge. Parce que c'est vrai que c'est ce genre d'événement où on sent qu'on existe, qu'on n'est pas juste une petite souris dans un trou, quoi. On est plusieurs, on a cette mise en lien, cette mise en contact, je trouve qu'elle est très importante, je l'encourage vivement. Alors, on peut me trouver donc ici à l'atelier, sur rendez-vous, ou généralement les mercredis soirs, c'est plus ou moins sûr qu'on me trouve, mais c'est vrai que j'ai des horaires assez réguliers, donc c'est bien de toujours me contacter avant. Mais je fais volontiers une petite visite de la galerie. On me trouve aussi sur Instagram et sur Facebook, sur mon site www.hautepella.com. Et là, vous avez aussi tous les adresses de la galerie donc, qui se trouve à Puy, avenue CF Ramus 61. Bientôt, je serai aussi en France parce que justement, on a un projet. Donc, on est en train de construire à Lodève, qui est une petite ville assez sympa entre Montpellier et Millau. Je suis en train de développer un projet d'atelier là-bas aussi. Je pense que pendant un certain temps, je serai un peu entre les deux. D'où l'idée de me contacter si vous voulez visiter la galerie. Parce que voilà, je ne suis pas toujours là, mais j'ouvre volontiers mes portes. Et ponctuellement, je fais aussi justement des portes ouvertes ou des expositions à l'occasion. Voilà. Bon, je crois qu'on peut arrêter la vidéo. Ok. Merci. Merci. Ça va? Ouais, ça va.